Patricia Daré, bonjour. Bonjour, bonjour Comment à tous. allez-vous? Très, très bien, très, très Votre bien. votre livre est sorti, la semaine dernière. Vous avez déjà un petit peu, de nouvelles de lui? Écoutez, Des dans cette retours de période lecteurs? de confinement, c'est compliqué parce que, nous n'avons pas de visibilité, hein, donc le livre, pour tout vous dire, je ne l'ai même pas entre les mains encore. Ah Je ne là l'ai là, pas reçu. Donc c'est une période un peu, expérimentale, c'est pour tout ça, le monde. c'est Voilà. ça. On y reviendra, tout à l'heure. Donc c'est notre, 4e livre en live, hein, pour les librairies, De Citre et Furet. Vous êtes déjà venu, chez nous à Lyon, à la Part-Dieu. Oui. M'accompagne de manière invisible aujourd'hui Sophie Lelon, qui vous avez reçue à la Part-Dieu et Mmh. qui a fait une lecture aussi de votre livre et m'a soumis aussi, ses questions. Donc à travers mes questions, il y aura un petit peu ces questions. Il y aura un phénomène de dédoublement de l'intervieweur à certains moments. Si alors je remercie beaucoup les auditeurs qui nous suivent. Ils peuvent poser des questions à tout moment, hein, on les note et puis à peu près dans une demi-heure, on sera le relais de vos questions, puisque l'idée de Livre en Live, hein, c'est vraiment aussi de proposer cette solution qui fait partie du métier de libraire, de faire que des auteurs rencontrent leur public au moment de la parution d'un livre. Et c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière qui l'empêche, mais nous, on a décidé de maintenir ce lien qui est important. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. La semaine prochaine, Polar, hein, on en reparlera à la fin. Euh, Patricia Daré, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais rappeler un petit peu qui vous êtes. Vous êtes née et habité le pays de George Sand, le Berry. Vous êtes journaliste et animatrice radio et médium, mais vous ne le considérez pas comme un métier au sens rémunéré du terme. En 2012, vous relatez une expérience survenue en septembre 95. Une voix grave vous enjoint à prendre un papier et à écrire. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que d'emblée, vous vous dites prudente par rapport aux excès un petit peu de l'ésotérisme ou à certaines religiosités un peu trop prononcées des médiums. Et vous vous dites d'emblée une médium laïque et occidentale. Mmh. En 2013, avec les Lumières de l'invisible, vous précisez un peu quels sont vos interlocuteurs et vos pratiques. Vous souhaitez un petit peu témoigner de votre expérience et partager cette expérience avec les gens. Moi, j'ai retenu, je trouve quelque chose qui vous caractérise peut-être un petit peu simplement, mais que j'aime bien. Il y a une tête de chapitre qui s'appelle La vie est un jeu de pistes. En 2014, paraît De l'invisible et la science. Vous dialoguez avec un historien, un archéologue, une psychologue. D'ailleurs, j'en ai fait une lecture récente et il y a un passage qui m'a interloqué par rapport à l'actualité. À un moment, vous discutez avec Napoléon, je crois, et Mmh. vous le trouvez très Ça fait rire. énervé. Non, mais quand on dit ça, vous avouerez que ça fait rire. Ah C'est bah vrai, non, même moi je ris quand vous me dites ça. mais ce Non, passage est génial, hein. eh beh, oui, non, mais voilà. Et c'est un historien très sérieux qui vous questionne sur sa colère, sur son racisme en quelque sorte, à propos d'un monsieur. Je vous laisse raconter un petit peu parce que c'est intéressant, je trouve, dans ce Écoutez, contexte. oui, alors, discuter avec Napoléon, moi l'histoire est longue. Je l'ai résumée très brièvement dans le livre parce que c'est une Ouais, histoire qui a duré pendant 6 mois et qui a, invité tellement de protagonistes dans cette affaire. Il y a eu beaucoup de gens, dont, Catherine Bonaparte, d'ailleurs à qui je dédie vous ce dédiez ce dernier livre. et voilà, et qui a été, protagoniste de l'affaire. Mais ce qui est intéressant quand on discute avec une entité, alors qu'elle soit connue ou pas, c'est pas le problème qu'elle soit connue parce que, il y a des entités, pas connues qui sont plus intéressantes, mais en l'occurrence celui-là était connu. C'est qu'il y a un moment et ça nous effectivement ça résonne avec l'actualité où Napoléon, a cette, colère, cette haine qui surgit depuis son au-delà, qui n'est pas un au-delà très lumineux, hein, il faut bien le dire, hein, il n'est pas dans la lumière, il est dans une espèce d'évolution, il est en accession perpétuelle. Et dans cet au-delà, il défoule son racisme envers un homme qui s'appelait le chevalier Saint-Georges. Moi, je dois dire mon ignorance, hein, j'aime bien l'histoire, mais je ne suis pas une férue d'histoire à ce point. Je ne connaissais pas le chevalier Saint-Georges qui a été un fidèle de Marie-Antoinette, qui était Meeting, noir de ouais. peau et qui était un homme d'un grand talent. Il composait, il écrivait, il maniait le fleuret avec une expertise extraordinaire,
c'était quelqu'un de grand talent. Et Napoléon, apparemment, non seulement a rétabli l'esclavage, mais a fait brûler et a fait détruire toute l'œuvre du chevalier Saint-Georges, qui pour lui était le symbole de ce qu'il fallait détruire. Donc c'était une espèce d'expression d'un racisme irrationnel, un racisme comme le racisme est d'ailleurs. C'est-à-dire que moi je dis qu'il est irrationnel et fou, une chose folle, et que j'ai dû traiter avec beaucoup de difficultés. Parce que quand vous parlez avec déjà quelqu'un qui est incarné, vivant face à vous et qui est raciste, c'est déjà très compliqué pour lui faire entendre raison. Mais quand vous parlez avec quelqu'un qui est mort et qui est raciste, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il est enferré dans sa croyance, dans la croyance de supérieur et d'inférieur. Napoléon, c'était le cas. Et ça m'a beaucoup questionné à l'époque. Donc j'ai cherché qui était ce chevalier Saint-Georges. J'ai lu des biographies, j'ai même reçu des lettres de ses descendants. Sa famille, en D'accord. lisant ce livre, m'a adressé des lettres en disant merci de réhabiliter la mémoire de notre ancêtre qui a disparu dans les mémoires. Moi, j'écoute aujourd'hui sa musique qui est extraordinaire. Je Mmh. lis ses écrits qui sont extraordinaires. Il a écrit des pièces. Personne n'avait plus entendu parler de lui parce que Napoléon avait décidé de le détruire post-mortem. C'est-à-dire, on détruit la mémoire d'un La individu mémoire. qui a écrit, qui a composé. C'est ignoble. J'ai dû gérer ça. Aussi, dans mon expérience un peu bizarroïde et médiumnique. Et ça a été une chose qui m'a interpellée sur le fait que non seulement quand on meurt, on évolue, alors quelquefois rapidement, mais on reste vraiment très longtemps ce qu'on est. C'est-à-dire on reste dans ses convictions assez longtemps quand même. On D'accord. reconnaît les gens à ce qu'ils étaient, même après la mort, parce qu'ils le sont encore. Et ils doivent Mauvaise encore nouvelle. cheminer beaucoup avant d'évoluer. C'est Bon, alors en 2018, vous faites paraître Il y a quelqu'un dans la maison, un partage d'expériences sur vos visiteurs de l'après-vie et les lieux qui les hébergent. Et oui. on arrive aujourd'hui, en plein déconfinement, à survivre dans le tumulte. Mm. Avec Sophie, après la lecture de votre livre, on s'est dit que ce livre était un petit peu différent des précédents, en quelque sorte. Et je me demandais si, à la lecture de ce livre, le médium n'est pas aussi un petit peu un sage en quelque sorte? Oh là là, je sais pas, je crois que le médium, il est tout et n'importe quoi, dans le sens où c'est une éponge et que quand on est une éponge, ça veut pas dire qu'on boit, hein, ça veut dire qu'on ressent toutes sortes de choses et que tout s'impose à vous. Quoi que ce soit s'impose à vous. Donc en fait, les esprits, les changements, l'humeur du temps, les vibrations, les lourdeurs, les colères, on reçoit tout, on ressent tout. C'est très compliqué. Ce livre-là, c'est un livre de transition. D'ailleurs, je l'ai dit à mon éditeur quand j'ai voulu l'écrire, c'était en 2018, où j'ai décidé, d'écrire ce changement, ce que je ressentais, ce qui allait arriver en 2020. Parce qu'en fin de compte, quand je me suis adressée à Michel Lafon en 2018, je lui ai dit à l'époque, il faut écrire, il y a un grand changement qui va intervenir, tout change, tout bascule énergétiquement, le réchauffement climatique, il va y avoir des tas de choses. Et je lui ai dit en juillet 2019, donc l'année dernière, il va se passer un changement énergétique important qui va Alors se répercuter en 2020. Donc je savais que de toute manière, il faudrait écrire ce livre, qui ne serait pas un livre sur les esprits, qui ne serait pas un livre sur les fantômes, pas sur l'au-delà, mais vraiment sur tout ce qui va intervenir en nous et qui va nous faire basculer dans autre chose à partir alors de maintenant. justement en 2008, vous êtes en vacances, dans un lieu, on va dire, hein, paradisiaque en quelque sorte, sauf que vous êtes préoccupé. J'ai noté cette phrase: «J'étais donc là sur ce transat, l'esprit préoccupé». Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, cet été 2008. C'était étrange. C'est la première année où j'ai senti, ce que je ressens toujours depuis d'ailleurs, hein, c'est en 2008 où j'ai senti vraiment un basculement. Alors quand je dis basculement énergétique, ça fait un peu idiot parce que ça veut tout dire et rien dire, un basculement énergétique. J'ai senti que ce qu'on respirait, que ce qu'on ressentait, que les ondes et les fréquences dans lesquelles j'évoluais n'étaient plus les mêmes, que quelque chose avait changé et que je le captais de manière différente, mais de manière douloureuse. C'est-à-dire que les premiers symptômes
les oreilles qui bourdonnent, les acouphènes, les problèmes oculaires, l'espèce d'hyperventilation perpétuelle, les rythmes de sommeil qui commencent à devenir de plus en plus hachés. Alors que moi, je suis une dormeuse et je dors bien, généralement, j'ai toujours bien dormi. Et on se réveille et on a des vertiges et la tête qui tourne et des choses incompréhensibles. On va voir des médecins qui ne trouvent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et je dis, c'est très étrange parce que je sens que je ne suis pas malade. Et mon mari, qui était encore de ce monde à l'époque, me disait, mais non, c'est parce que tu es fatigué. Enfin, les gens autour de vous disent toujours parce que tu es fatigué, tu es déprimé, tu es je suis, je quoi, je sais pas. Pas du tout. Moi, je savais que je traversais quelque chose de nouveau. Et puis, Catherine Bonaparte, donc, je lui en parle au téléphone. J'étais en vacances, j'étais mal, mais très mal. J'étais aux Canaries. L'île des Canaries, les îles des Canaries sont des îles volcaniques, donc c'est très lourd. Je le vivais, mais comme une corvée terrible. Ces vacances-là étaient d'une lourdeur absolue. Chaque pas, j'avais l'impression de m'enfoncer dans la terre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça n'allait pas, ça n'était jamais arrivé. Je captais depuis très longtemps des choses qui venaient de l'extérieur, mais là, j'ai l'impression que c'est la terre qui me happait, que quelque chose était en train de m'écraser perpétuellement, mais que ce n'était pas moi. C'était quelque chose qui était en train d'advenir. Et Catherine Bonaparte me parle à l'époque d'un site américain qu'elle avait découvert, où une certaine Karen Bishop parlait de ça. Alors Karen Bishop parlait de l'ascension, des maîtres ascensionnés, des gens qui subissaient des symptômes de l'ascension, c'est-à-dire que ces symptômes, dans lesquels je me reconnaissais d'ailleurs en lisant, étaient ceux que nous avions traversés pour évoluer spirituellement. Moi, je ne suis pas une ésotériste. Donc, quand on me dit souffre spirituellement, moi je dis que quand la Terre vous envoie des ondes, elle ne vous envoie pas des ondes spirituelles, la Terre, elle vous envoie des ondes physiques. La Terre Alors n'a pas été justement, créée oui. pour... Ben voilà, c'est pas pour Alors, la spiritualité, la Terre. La Terre, elle existait pour les dinosaures avant nous. Donc les dinosaures ne sont jamais devenus des bouddhistes, hein. Ça se saurait. Donc si vous voulez, je sentais que qu'on était vraiment tous sujets à des phénomènes physiques. et du coup, le deuxième point de départ, après les symptômes, c'est un petit peu la recherche, la Oui. compréhension, et vous tombez alors sur une théorie physique, hein, toute scientifique, la théorie de Schumann ou théorie de la résonance. Alors qui est très contesté parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais, c'est pas vrai, c'est pipeau, etc. Bon, moi, je trouve que ça sonne assez bien et en ayant parlé avec pas mal de physiciens quantiques avec qui j'en ai discuté et qui travaillent là-dessus, bah, ils m'ont confirmé le fait que la résonance de Schumann, qui aurait pourtant pour but de nous dire, en fin de compte, que le temps s'accélère. Mais qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, il ne s'accélère pas. Quand on dit le temps s'accélère, ils disent non, le temps ne peut pas s'accélérer puisque c'est une création de l'esprit. Évidemment, ce qui s'accélère, c'est notre perception du temps, hein. Je dis bien que le temps ne s'accélère pas, notre perception du temps s'accélère. Et effectivement, euh, le temps s'accélère depuis une cinquantaine d'années, mais on est arrivé là à un point où cette accélération du noyau terrestre qui donne une perception accélérée du temps fait que nous avons des journées qui deviennent folles. Même quand on ne fait rien, la journée passe très vite. Ce n'est pas une question d'occupation de la journée. Le temps nous échappe, le temps nous manque beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, et c'est un phénomène physique. Déjà, quand on a dit ça, on se dit, nous, humains, qui avons déterminé un temps chronologique et qui avons calqué toute notre vie, notre travail et notre rythme de vie là-dessus, nous ne pouvons pas être indemnes par rapport à ça. Nous ne pouvons pas être passés à côté. Donc, je me suis dit, voilà, il faut maintenant faire avec ça, il va falloir s'adapter. En 2008, j'ai commencé à sentir ces symptômes de la résonance de Schumann. Pour moi, c'est lié à la résonance de Schumann. C'est lié à cette accélération du noyau terrestre qui envoie, qui raréfie les champs magnétiques, mais tout ça fait partie d'une logique. C'est pas une chose mystérieuse qui est en train Parce d'advenir. que, oui. C'est Oui, la parce que logique terrestre. pour ceux qui nous écoutent aussi et qui seraient peut-être, enfin, comment ça, plus terre à terre, vous dites aussi que le cerveau est aussi en adéquation avec une certaine émission hertzienne, Bien sûr. cette fonction du cerveau serait un peu perturbée aussi Il y a deux choses. Il y a la fréquence hertzienne de la Terre qui vibre très fort et il y a toute la technologie qui nous envoie des fréquences incessantes et multiples. Donc notre cerveau est constamment soumis à tout ça. C'est très très lourd à porter. L'adaptation se fait, mais se fait tout doucement. Et nous sommes
aujourd'hui modifiés par rapport à ça. C'est-à-dire que notre cerveau est modifié. On sait par exemple, et Hubert Reeves le dit dans ses bouquins, c'est pas une création de Patricia Daré, c'est pas un truc que j'ai rêvé et je me mets à dire. J'ai cherché, j'ai trouvé des correspondances à tout ce que je dis. Les scientifiques américains que je nomme dans le livre, Hubert Reeves qui en parle aussi, raréfaction des champs magnétiques, on parle de ce basculement du nord magnétique au Ch sud magnétique, on parle de tout. changement de pôle magnétique, ouais. Oui, Changement de pôle magnétique, ouais. changement de pôle magnétique. Tout ça est lié à une fin de cycle terrestre. 780 000 ans auparavant, il y a eu cette même fin de cycle terrestre, ce même changement climatique. Ça a duré 780 000 ans. On y arrive. On est en fin de cycle terrestre. La Terre ne nous a pas attendu pour vivre ces cycles. Nous, Et on vivait bien après. Je veux dire, c'est pas l'humain qui a fait la Terre. La Terre vit ses cycles et nous sommes dessus. Nous les accélérons par notre industrialisation. Il est évident que le réchauffement est lié aussi à l'industrialisation, mais c'est pas que la cause. Il y a un fin de cycle. Et nous sommes, nous, humains, dessus et nous la percevons comme l'ont perçu d'autres animaux avant nous, parce qu'il y a ces 180 000 ans, il y avait déjà des humains, mais on n'a pas d'écrit pour nous dire comment ils ont traversé cette fin de cycle terrestre, qui est ouais, compliqué, hein, ouais, ouais. parce qu'il y a vraiment des modifications même de l'ADN. C'est très Et compliqué. ouais, vous dites en quelque sorte que l'humain filtre, est un filtre au champ magnétique et enfin, venant des étoiles aussi, Venant du est cosmos, sensible à l'écho du cosmos en quelque sorte et alors ce qu'il y a d'intéressant dans tous les symptômes que vous identifiez, c'est que en fait, ce que vous décrivez, c'est un petit peu cette dépression latente que les gens ont l'impression de vivre, qui n'en est pas une. Ça a le goût, l'odeur de la dépression, mais ce n'est pas cela. Mais, et du coup, il faut bien réagir à ça parce que sans cesse, en fait, nos actions, nos pensées sont court-circuitées, en quelque sorte, par ces perturbations. absolument. C'est-à-dire qu'on a une fatigue chronique. La fatigue, elle est perçue de tout le monde. Alors vous me direz, c'est normal, on mène une vie. Ben non, même quand on est en repos, on est fatigué. C'est une fatigue chronique, c'est une fatigue comme si le corps était constamment en train de mouliner, de recevoir, de travailler. Il est épuisé. Nous sommes épuisés du matin au soir, même avant de travailler. Il y a un épuisement, mais qui n'est pas lié simplement à ce que nous recevons de la société. On va dire oui, mais on est constamment sollicité. C'est pas lié à ça. Cette fatigue, elle est implantée en nous, elle est tout le temps là, on finit même par s'y habituer. Et puis, on y ajoute des petits symptômes. Qui changent, une espèce de douleur, des choses qui ne sont pas liées à l'âge, qui ne sont pas liées aux choses qu'on a vécues et qui existaient avant. C'est autre chose. Euh, le phénomène de burn-out, le phénomène de l'hypersensibilité. Il y a de plus en plus d'hypersensibles, et je ne parle pas des électrosensibles, des gens qui ne peuvent plus supporter les ondes et les fréquences. Euh, les burn-out sont la preuve, c'est-à-dire que d'un seul coup, le corps rompt, il s'écroule avant l'esprit, mais il s'écroule parce qu'il ne peut plus. Voilà, il ne peut plus. C'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu parler de burn-out il y a 50 ans. On avait des dépressions nerveuses, on avait des nervous breakdown, mais ce n'était pas des burn-out comme on les décrit aujourd'hui, avec cette fatigue corporelle et le corps qui va lâcher, et l'esprit qui va être incapable de reprendre ce qu'il a laissé. Il ne peut plus reprendre le travail. Il Puis- ne peut plus. C'est fini. Burn-out. Et puis, il y a et- je parle de la fibromyalgie, les douleurs de la fibromyalgie dont on ne sait pas. On ne sait pas. Par exemple, hein, je dis, c'est un exemple, il y a des tas ouais, ouais. d'affections et de pathologies dont on ne sait rien, qu'on ne comprend pas aujourd'hui, et qui sont, d'après moi, je prends la responsabilité de le dire, liées à tout ce qui se passe autour de nous dans ces fréquences invisibles et qui nous affectent. Et comme si cela ne suffisait pas, en quelque sorte, vous rejoignez un petit peu le constat de certains sociologues qui parlent d'accélération, presque aussi comme si on se trompait finalement pour tromper ce mal avec les réseaux sociaux et que finalement on accélérait encore ce processus, quoi. Oui, parce que ce problème-là, en fait, nous fait sentir esselés. Le problème numéro un, c'est qu'on se sent isolé. Ça fait partie des symptômes. C'est-à-dire que dans les symptômes, on se sent isolé. D'abord, il y a cet isolement et c'est aussi cette sensation, quelquefois, de ne plus être en adéquation avec sa famille ou ses amis. Mais d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on n'a plus envie de les côtoyer. Tous les amis d'hier, ben, on a envie de les quitter. On a envie d'avoir de nouveaux amis alors que ça n'est jamais arrivé avant. On a envie de renouveau perpétuel. On a envie de cassure. Alors on va sur les réseaux sociaux. On essaie de trouver des réponses dans les réseaux sociaux, mais évidemment, il y a une accélération de tout cela parce que ça devient fou étant donné qu'on se jette
dans une espèce de piscine où il y a des tas d'émotions, de choses, et on est affligé complètement par tout ce qu'on voit, par tout, et ça nous marque profondément, et ça accélère tous ces sentiments, ça accélère toutes ces émotions. Et en fait, on est de plus en plus perdu dans un tumulte permanent et incapable de reprendre la main. Bien souvent, il y a des gens qui ne reprennent plus la main, qui ne savent plus où ils en sont avec eux-mêmes. Et la première chose que je dis pour se sortir de ce marasme, alors je ne parle même pas du Covid, parce que le Covid, c'est un point dans le tumulte, hein. Il y en aura Ouais, d'autres. ouais. Il y en aura d'autres. On parle d'un virus, il y aura d'autres virus. Les virus ont toujours existé, il y en aura d'autres après celui-là, et puis on trouvera et on s'adaptera. L'homme a une chose formidable, c'est qu'il s'adapte. À chaque fois, il s'adapte à tout, hein, finit par s'adapter. Mais il va falloir trouver une manière. Et la seule manière de pouvoir surmonter tout ça, eh ben, c'est d'aller en soi-même. C'est-à-dire que la solution n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mais quand je dis à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur, c'est pas en superficie. Il faut plonger à l'intérieur. Et ça fait très C'est peur. c'est c'est pour ça que je disais au début que votre livre est un peu différent des précédents. C'est que c'est un livre qui, quelque part, nous invite à s'ancrer, à chercher en soi les forces nécessaires, à aller vers les autres, à être bienveillant. Et il y a quelque chose que je trouve très étonnant dans ce livre, c'est que une fois les symptômes un petit peu décrits, une fois, parce que quelque part le médium est un petit peu un intermédiaire de plein de choses, et donc il ressent un petit peu plus les choses. Et en fait, en quelque sorte, vous dites que cette accélération, ce changement de flux d'énergie, en quelque sorte, annonce peut-être une nouvelle ère, une nouvelle époque, où il y aurait peut-être quelque chose de très bien. En fait, on serait tous médiums. Alors, pour moi, vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait André Malraux et qui disait: «Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas». En fait, moi, je pense que nous rentrons dans une nouvelle ère, mais ça, tout le monde le prédit depuis très longtemps. On parle de cette ère qui arrive, on est dedans. Ça y est, on a mis les 2 pieds au début. Nous sommes à l'entrée, dans le vestibule de cette ère, et nous sommes en train de devenir médiums. Qu'est-ce qui se passe chez tout le monde? Nous sommes tous en train de devenir médiums. Alors, il y en a qui le sont déjà un petit peu, et puis il y en a d'autres qui sont en train de le devenir. Et le devenir, ça pose tellement de problèmes qu'on est perdu parce qu'on devient sensible. C'est-à-dire que toutes ces fréquences, toute cette accélération, toutes les choses qui nous entourent font que nous devenons hypersensibles. D'abord hypersensibles et après développent en nous des capacités de réception de choses que nous ne connaissions pas avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens de plus en plus maintenant qui ont des sensations de présence, qui entendent des voix qui ne sont pas schizophrènes pour autant. Il y a des enfants de plus en plus qui voient des fantômes. Il y a des gens qui sont capables d'avoir des prémonitions et qui reçoivent des informations sur l'avenir ou sur le temps, justement, qui est de plus en plus emmêlé et empêtré dans la perception que nous en avons. Et en fait, nous devenons médiums. Mais sauf que l'homme, qui est un médium, puisque à la base, l'être humain a tout ce qu'il faut pour être médium. Les médiums, ce ne sont pas des gens qui ont des choses supplémentaires, hein. Il n'y a pas de choses supplémentaires. On est tous fait pareil. Mais sauf qu'il y a des choses qui sont déclenchées. Eh bien, tout le monde est en train de déclencher sa médiumnité. Même des gens qui n'y croient pas, même des gens qui en rient, même des gens qui, chez eux, s'en occupent et qui sont à l'extérieur et qui en rient à l'extérieur ou qui se moquent à l'extérieur. Tout le monde est en train de le déclencher. Parce que l'homme est médium. Pourquoi? Il est capable de ressentir le passé, de ressentir l'avenir, il est capable de se soigner, il est capable de savoir. L'homme est capable de tout ça. On a perdu nos capacités au fur et à mesure des siècles et des milliers d'années pendant lesquelles nous avons évolué, parce qu'on a évolué vers des sociétés qui n'ont pas considéré qu'il était important de sauvegarder tout ça. On a essayé de, c'est une sorte de pouvoir après. Je crois que l'homme est en train de reprendre son pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Regardez ce qui se passe aux États-Unis, d'un seul coup, et partout en France même. Les gens disent on n'en peut plus. Ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut plus. Regardez pour les animaux, la maltraitance animale. Il y a encore 20 ans ou 30 ans, moi je me souviens, même quand on regardait des films avec le commandant Cousteau qui frappait les dauphins, qui maltraitait quelquefois, on ne le voyait pas, mais qui traitait les animaux comme des animaux. Quand on considérait les animaux à l'époque, ils étaient maltraités. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut même pas voir sur Facebook un chaton qui est un peu secoué. C'est quelque chose qui est impossible parce qu'on ne peut plus. D'un seul coup, nous sommes réappropriés nos capacités humaines, nos capacités d'amour, nos capacités
de sensibilité. Mais alors le problème, c'est que tout arrive en même temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a, chez la plupart d'entre nous, parce que nous sommes tous différents, et heureusement d'ailleurs, nous sommes tous différents, il y a ce magma qui arrive et qui crée des violences, des inquiétudes, des peurs, des stress intenses. Et ce stress intense, cette sensibilité qui arrive de manière anarchique, etc., crée des violences. Et qu'est-ce qui est en train de monter? Une violence énorme est en train de monter. Moi, je la sens. Et je dis toujours à mes amis, pour l'instant, je ne me déconfine pas, car je sens qu'il y a une violence qui monte. C'est la violence de la prise de conscience. Oui, Bizarrement, aller vers la paix, on va devoir passer par la violence. C'est idiot, c'est ainsi. Parce que l'homme a besoin de se libérer d'un cri qu'il a en lui, c'est le cri intérieur de Bernard Lavilliers. C'est ce cri qu'il a en lui qu'il va devoir se libérer pour pouvoir se réapproprier ses capacités. Le peace and love, on ne pourra pas l'acquérir tout de suite, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de choses contenues, trop de choses qui n'ont pas été exprimées, et l'homme doit exprimer tout ce qu'il n'a pas pu exprimer. C'est comme ça. Alors on va se retrouver tous à subir les autres, alors et avant d'avoir une société qui soit, et on l'aura, hein, ça j'en suis on sûre, qui soit je beaucoup plus calme. je pense qu'on a beaucoup de questions, donc on va en parler de plein de manières, mais peut-être juste avant de passer aux questions, Patricia Daré, moi ce que j'apprécie dans votre livre par rapport à ce tous à fleur de peau, en quelque sorte, c'est que vous nous invitez un petit peu à distinguer les émotions et les sentiments. Oui. Oui, bien sûr, les émotions ne sont pas les sentiments. Les émotions, ce sont les indicateurs d'une information qu'on reçoit. On écoute une musique triste, on a une émotion très forte qui va durer quelques secondes. D'ailleurs, dans mon livre, je détaille les secondes de la tristesse, les secondes. Oui, oui, oui. Elles ont toutes, la durée de l'émotion est très différente en fonction de ce qu'on reçoit, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, l'émotion. La tristesse, Et puis c'est relié au passé. pardon? Sa durée est reliée à notre passé, à notre propre. Absolument. Mais ce n'est pas le sentiment, l'émotion, ce n'est qu'une émotion. Et le problème, c'est qu'on a tendance à confondre les émotions et les sentiments. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, qu'on a une forte émotion, soit amoureux, soit de désir, on se dit je l'aime. Mais c'est pas ça l'amour. En fait, on confond émotion et sentiment. Et pourquoi notre société est aussi consumériste, hein, enfin, consomme les relations sur les sites, etc., parce qu'elle confond l'émotion et le sentiment. Les gens ont besoin tellement d'émotions, ils sont tellement consommateurs d'émotions, qu'ils ne savent plus où en sont leurs sentiments. D'ailleurs, ils ne savent plus où en sont leurs sentiments. Ils ne savent plus s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils pensent aimer, mais ils ne savent pas trop. Parce qu'on ne sait plus redéfinir ce que c'est qu'un sentiment. Qu'est-ce que c'est un sentiment? C'est quelque chose de très fort qui dure à long terme. C'est-à-dire, c'est l'amour qu'on a pour ses enfants, ça dure toute la vie. Même si on se fâche, on aime quand même son enfant. Pas parce qu'on est fâché qu'on ne s'aime plus. Une rupture, ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus, ça veut dire qu'on ne peut plus vivre ensemble. Et l'amour est toujours là, souvent. C'est cette espèce de socle sur lequel on va évoluer, l'amour. Et c'est une force prodigieuse, c'est un moteur extraordinaire. L'émotion, elle, c'est un indicateur passager. Donc on est triste, on est gai, ça passe. Puis on l'oublie. Dans l'au-delà, on me dit souvent, quand tu viendras ici, tu verras que nous ne sommes plus que dans les sentiments. Ici, il n'y a pas d'émotion. Au début, je me suis dit, mais ça va être triste alors. Un monde sans émotion, mais ils sont tous comme des poissons morts. Enfin, c'est affreux. Et pas du tout. En fait, ils sont sur un socle de sentiments. C'est fort, c'est vrai, c'est stable. Il n'y a plus d'émotion, ils n'en ont plus besoin, eux, puisque nous, humains, nous en avons besoin pour nous exprimer, pas eux. Et l'émotion, il faut en faire un accessoire et non pas le socle de notre vie. Le socle, ça doit être l'amour. Vous savez, je vais juste, avant de prendre les questions, puisque je suis du pays de George Sand et que j'aime George Sand, me rallier à elle. Elle disait, elle adorait Flaubert. Et d'ailleurs, j'indique qu'il y a une correspondance extraordinaire entre George Sand et Flaubert. Tous les opposaient. Il l'agaçait profondément et elle l'aimait, elle l'adorait. Et elle disait dans une de ses correspondances, elle disait, je la redisais hier, comme j'aurais voulu aimer Tourguenieff, un homme, un écrivain Tourguenieff, un homme Ouais. délicieux, formidable, extraordinaire, c'est lui que j'aurais voulu aimer. Hélas, j'aime mon beau vieux Flaubert, quoi qu'il m'agace, quoi qu'il me dise, quoi qu'il soit insupportable. Donc ça veut dire que le sentiment d'amour là, il continue, même s'il est agacé, même s'il est indisposé, elle l'aimait. Donc elle était sur un socle d'amour. Et Georges Sand, c'est une femme qui savait aimer, qui avait du sentiment fort et profond et toujours, toujours
maintenu tout au long de son existence. C'est ça la différence. Ouais, parce que avant de prendre les questions, Patricia Daré, il y a quelque chose de très important dans votre livre, c'est vous insistez, créer du lien, aller vers les autres, n'ayez pas peur, aimer et répéter aux gens, nous sommes capables. Oui, et vous savez que le Covid, je ne savais pas, puisque le livre a été terminé avant le Covid, hein, il n'a pas été écrit en confinement, je ne savais pas que le Covid allait nous priver de nous embrasser, de nous étreindre et de nous approcher. Et enfin, quand je me dis, c'est une excellente expérience pour voir combien nous tenons les uns aux autres. Aller vers l'autre dans une période de déconfinement, c'est compliqué dans une période où on est encore obligé de garder, et on va le garder encore pendant quelques temps à mon avis, cette distance. C'est vraiment d'être capable, non pas d'aller vers le geste facile, mais d'aller vers le sentiment profond. Aller vers les autres, c'est très important. N'ayons pas peur, d'ailleurs, arrêtons les faux semblants. C'est une période aussi où les masques tombent, les gens se révèlent. C'est fini les faux semblants. On n'est plus là-dedans. Et on nous demande vraiment d'aller authentiquement vers les autres. Authentiquement. C'est-à-dire, l'amour, ça, c'est pas quelque chose quand on dit aimer. D'ailleurs, les défunts disent toujours aimer dans les communications. Toujours aimer, aimez-vous, aimez-vous. La religion le dit, aimez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut embrasser tout le monde dans la rue. Oh, Ça n'a zut. rien à voir. Ça veut dire prenez ce moteur qu'est l'amour, qui est une force intérieure, pour aller vers l'autre, pour l'aider, pour le défendre. Et je dis presque l'amour est militant. Les gestes d'amour en ce moment, ce sont les gens qui, par exemple, se sont liés aux États-Unis. Je prends cet exemple pour aider la mémoire de cet homme qui est décédé sous le genou de ce policier. Voilà. Ce sont les gens qui s'unissent pour dire non, ça ne doit plus se passer, non, c'est fini. C'est ça l'amour. C'est cette force qui est capable de dépasser, de franchir des montagnes pour qu'une chose s'arrête. L'amour, c'est Rosa Parks qui un jour, dans un bus aux États-Unis, s'assied à la place d'un blanc. C'était pas pour provoquer les blancs, c'était pour dire les noirs ont le droit de s'asseoir dans les bus avec les blancs. C'est un geste d'amour. Donc l'amour, c'est pas une béatitude absurde, c'est quelque chose de fort, c'est un moteur, et je dirais presque c'est un moteur de militantisme. Et on a toujours considéré que l'amour était autre chose. On s'est trompé, l'amour est un moteur de militantisme, il faut bien en être conscient. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus, parce que il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas confondre amour, béatitude et joie. La joie aussi est un moteur très très important. Voilà. Je ne vois plus mon ami Fabrice, qui a disparu. Fabrice, êtes-vous là? Je fais disparaître beaucoup de choses, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis. Est-ce que nous sommes là? Apparemment, Fabrice a été déconnecté, donc on va. Fabrice est déconnecté. Donc, Il va revenir. il va revenir. Donc, je suis toujours là, moi. On m'entend toujours? On Oui? vous entend toujours, oui. Voilà. Alors, c'est vrai que je vois dans les... Je vais continuer d'attendre le retour de Fabrice, hein. Je vois dans une question, là, que je viens de voir comment trouver sa place. Dans le bouquin, je le dis. L'important est de trouver sa place. Ça ne va pas être de faire tout et n'importe quoi dans le monde qui vient. Il va falloir qu'on trouve sa place. Chacun doit réfléchir à sa place. Depuis que nous sommes nés, nous cherchons notre place. C'est en fait, et c'est ce que disent aussi, moi je me fais un peu l'ambassadrice de l'au-delà. L'au-delà ne cesse de dire ça. Trouvez votre place. On a tous une place sur cette terre. Il y a des gens qui se minimisent, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas exister. C'est une erreur fabuleuse, puisque nous avons tous une place que nous devons trouver, qui existe, et nous ne sommes pas inutiles. Si nous sommes venus sur cette terre, c'est bien parce que nous avons un rôle à y jouer. Et la place est essentielle. Voilà, Fabrice, vous savez, moi je fais de l'animation quand vous n'êtes pas là, hein. On ne dira plus jamais du mal de Napoléon, Patricia Daré. Non, parce que je crois qu'il se venge. Et je pense Allez, qu'on n'aurait pas dû commencer avec lui. désolé pour les gens, hein, on a vraiment aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être, je sais pas, l'orage, mais normalement, ça n'a Ah, rien mais à vous voir savez, avec avec les l'interview. médiums, vous avez toujours des problèmes techniques, ça c'est sûr, hein. On lance trop de choses. Alors, on va passer aux questions, Patricia Daré, parce que je Allez-y. pense que les gens sont un petit peu impatients. Après, quand même,
Je reviendrai sur une phrase de vos guides, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais elle ira bien à la fin pour que les gens restent dans l'empathie et dans l'intégrité et qui se sentent un petit peu capables. Alors, on va prendre une question de Sabine. Le monde va-t-il changer après la crise du Covid? Non, le monde va changer, oui, mais pas tout de suite après. Il y a le Covid, il va y avoir le monde qui va être très compliqué dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. On va avoir quelques années un peu difficiles où il va falloir être fort. Alors moi je dis, il y a 3 mots qui sont importants, c'est le courage, la force, la dignité. Alors ça Mhm. paraît désuet, Mhm. ça paraît des mots d'un autre âge. Le courage, la dignité, la loyauté. Parce que en fait, dans cette société où tout allait trop vite, et le temps va de plus en plus vite, pour nous apprendre à être de plus en plus lents et de plus en plus à l'essentiel. Et plus nous allons aller vite et plus tout va s'accélérer, où il va y avoir une exigence d'un système qui va devenir fou et le serpent va se mordre la queue, il va falloir nous aller à l'essentiel et ne pas se perdre. Nous allons vivre un âge compliqué avant l'âge d'or. Il y aura une société qui arrivera et qui sera beaucoup plus calme, qui aura compris, mais dans quelques années. On va traverser un monde difficile, mais si on le traverse, c'est intéressant de le traverser. En fait, il va falloir être créatif. Si on est venu pour vivre ces moments-là, c'est qu'on a quelque chose à y jouer. On choisit les époques où on a quelque chose à jouer, quel que soit le rôle qu'on y joue, hein, quel que soit le bord où on est, peu importe. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on fera. Je parle du rôle qu'on a à jouer. On a tous un rôle à jouer essentiel pour faire évoluer cette société. La société, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose que l'on construit tous ensemble. Et c'est ce qu'on va faire et la manière dont on va réagir qui va faire que cette société va évoluer dans le bon sens. Mais il va falloir encore quelques années. Les mois qui viennent, bah, je le dis, bon, économiquement on le sait, ça va être compliqué, psychologiquement ça va être compliqué, la violence va être là, on va traverser une grande violence psychologique, physique, où il va y avoir, comme je disais, une explosion de tout ce qui bouillonne, qui n'est pas dit et qui va être là. Il va falloir aider, s'entraider, parce que je pense qu'on est là pour ça, pour s'entraider, se donner la main, retrouver sa place et retrouver aussi ses limites. Parce que c'est important de trouver ses limites, savoir jusqu'où on peut aller avec l'autre, savoir le rôle qu'on doit jouer. On n'est plus des victimes, on est des acteurs. Parce qu'on va tous être victimes. On va tous y laisser des plumes. Je ne suis pas pessimiste. C'est un fait. Il y a eu plein de périodes comme ça où les gens se sont révélés extraordinairement constructifs, créatifs pour sortir et pour construire pour l'avenir. Et les descendants ont pu avoir un avenir potable. Donc nous, il va falloir qu'on fasse preuve de créativité. On va devenir des êtres spirituels beaucoup plus. On va beaucoup plus être intuitif. On va se fier à ce qu'on ressent. On va essayer de redevenir dans l'essentiel ce qu'on est. On va essayer de s'écarter de toutes les sirènes du pouvoir, de l'ego, qui nous détruit et qui nous entraîne sur des terrains épouvantables. Donc on va redevenir authentique et retrouver un peu de dignité et de courage. En, Mais re- ça ne sera pas tout de suite cette société-là, c'est l'âge en- d'or pour maintenant. en réouvrant aussi notre porte à la providence. Mais on ne commente pas, Patricia Daré. Une autre question. Oui. Julie, comment affronter l'hypersensibilité? Ça, c'est une grande question. Je reçois beaucoup de mails là-dessus. Je ne sais pas comment y répondre parce que moi, quelquefois, pour tout vous dire, je n'arrive pas à le gérer non plus. Quand on est dans des lieux, quand on est avec des gens que vous ne pouvez plus, que vous ne pouvez plus supporter, pas parce que leur caractère ne vous convient pas, parce qu'il y a des vibrations, parce que vous sentez qu'il y a des énergies qui sont insupportables. Ça peut être des lieux, ça peut être des gens, mais d'un seul coup même des gens de la famille qu'on a toujours aimés et d'un seul coup qui se trouvent à vibrer différemment puisque tout change et qu'on se dit mais comment on va faire. Bon, je crois qu'il y a une chose que nous avons, nous les humains, c'est que nous nous adaptons. Nous nous adaptons dans n'importe quelle situation. Nous sommes capables de grandes adaptations. Donc, nous allons nous adapter. C'est de ne pas presser, de ne pas s'affoler surtout, et de se reposer. La grande sensibilité que nous avons provoque de grandes fatigues. Plus vous récupérez, plus, alors je dis vive la micro-sieste, vive le repos, mais quel qu'il soit, les petits moments de repos, les petits moments de méditation. La méditation, grande aide. La vraie méditation,
On n'est pas obligé de méditer pendant des heures. La petite méditation quotidienne, c'est un moment, c'est un moyen aussi de gérer sa sensibilité. Mais vous savez, c'est comme tout, petit à petit, au début, c'est compliqué. Moi, quand je suis devenue médium au début, en 95, c'était insupportable au début. Je voyais des morts partout, c'était horrible, j'étais perdue, je n'avais personne à qui parler. Et puis petit à petit, je me suis adaptée. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. C'est pas tout de suite, mais ça vient. Il ne faut pas s'affoler. Tout vient, tout s'adapte. Il faut lire, beaucoup lire. Il y a des ouvrages qui ont été écrits, il y a des tas de gens qui ont écrit des choses formidables. Lisez, rassurez-vous, discutez avec des gens qui sont comme vous, parce que ça aussi, c'est important. Moi, à partir de 2008, quand j'ai commencé à avoir mes symptômes ascensionnels, je vais les appeler comme ça, mais je n'appelle pas ça des symptômes ascensionnels. Il n'y a pas d'ascension pour moi, il y a juste une captation de fréquence. J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi, qui souffraient comme moi, et en parlant, on s'est entraidés. Puis on s'entraide avec la phytothérapie, moi j'ai pris de l'homéopathie, je m'aide avec des tas de choses. Et la sensibilité, c'est quelque chose, il faut vous protéger. Et il n'y a pas de remède pour se protéger. C'est juste le repos et se retirer de temps en temps avec soi-même. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir vous retirer de plus en plus avec vous-même pour faire de l'introspection. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je permets le pont, je fais la transition. Non, tout à fait, c'est le mot que j'attendais, Patricia Daré, c'est l'introspection, parce que je crois que c'est un maître mot dans votre livre, et c'est vraiment une invitation à chercher en soi profondément des choses. Une question d'Aurélien, comment plonger à l'intérieur de soi, Patricia? Comment plonger à l'intérieur? Alors, plonger à l'intérieur, je le dis souvent, je dis, mais allez à l'intérieur de vous, et les gens me répondent, enfin certains me répondent, ah, ça me fait peur, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de moi? C'est souvent cette réponse, parce qu'on ne le fait pas, parce que ça fait peur. Plonger à l'intérieur de soi, c'est ne pas avoir, c'est d'abord, je le dis, accueillir les idées négatives. On a des idées positives quand on positive. Mais quelquefois, on a des idées monstrueuses qui arrivent. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Même quand on se met à méditer, on a des trucs qui arrivent. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est tout le fond. Accueillez. Je n'ai pas dit accepter. Accueillez tout ce qui vient de vous. Donc, allez à l'intérieur. Commencez à aller chercher ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Se poser la question, qu'est-ce que je ressens? Je m'assieds un moment, je rêvasse, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis mal? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi ça me manque? C'est des questions toutes simples. Avancer, c'est avec des questions simples. C'est aussi, et je le dis parce que c'est très important, lire des choses. Lire des choses. Les livres sont des réponses. Les livres, il y a tellement de choses qui ont été écrites et qui sont des réponses. Il y a toujours une phrase qui est dite, qui va résonner à l'intérieur de vous, qui va permettre une nouvelle démarche, une nouvelle ouverture, une nouvelle fenêtre. Il y a les films que l'on voit. Il y a, L'art du il y cinéma, a- c'est très important. il y a une citation dans ce livre, enfin il y a une citation d'un poète, mais il y a une citation d'un écrivain qui s'appelle Albert Camus dans votre livre, qui est magnifique. Au milieu de l'hiver, j'ai trouvé en moi un invincible été. Enfin, c'est pas la phrase exacte. Ouais, ouais, Au c'est ça. milieu de l'hiver, j'ai trouvé en moi un invincible été. Au beau Quelle milieu de l'hiver, démarche c'est très important, cette phrase, elle est essentielle. Et vous le dites, hein, ce qui est intéressant dans vos livres aussi, c'est que c'est aussi le relais d'autres témoignages. Et c'est vrai qu'on se rencontre, je pense à une personne dans votre livre qui dit que finalement, elle a différé, elle a mis des années à écouter une espèce de vision qu'elle avait eue. Quelle démarche à suivre pour une consultation personnelle? C'est une Alors, je ne fais pas question de que je vous pose. consultation, je donne des coups de main. Moi, je ne fais pas de consultation. Quoique maintenant, je vais vous dire une chose. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Et je le dis parce que ça m'est venu il n'y a pas très longtemps. J'ai travaillé, alors, le changement m'a frappé moi aussi, pour tout vous dire. Mais sérieusement, puisque j'aurai l'âge d'être retraitée ou presque, mais j'ai encore quelques années à faire, j'ai décidé d'arrêter de travailler. J'ai décidé d'arrêter de travailler bien avant d'être en âge, bien avant, enfin, pas tant que ça, mais on va être un peu coquet, et parce que j'ai envie de m'occuper des autres. Et je me dis que pendant le temps que j'ai maintenant, j'ai envie d'aller faire des conférences ou d'aller voir les gens. Parce que je ne fais pas d'argent, je ne prends pas d'argent pour les conférences, je le dis, hein, je me fais pour payer, je suis gratos, je n'ai pas de consultation, je ne manie pas l'argent avec tout ça. Spirituel et moi, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, moi c'est mon truc. Mais j'ai envie d'aller rencontrer des gens. J'ai envie d'aller rencontrer des gens individuellement, de parler avec eux et de bouger. Et je pense que ça va être de plus en plus ma façon d'être, plutôt que de faire des consultations. Alors, des gens peuvent venir me voir, mais je ne fais pas de consultation. Je peux voir des gens, on peut prendre un café avec eux, mais ce n'est pas vraiment des consultations en tant que telles. Je reçois de temps en temps des gens. Là,
Pour l'instant, c'est le Covid, je reçois personne parce que j'ai pas vraiment repris le truc. Mais maintenant, je vais avoir beaucoup plus de temps à disposition, donc je vais beaucoup écrire sur j'ai encore des choses que j'ai vécues et qui sont incroyables, mais je vais aussi en profiter pour aller à la rencontre des gens qui ont besoin d'un coup de main. Parce que je pense que cette dernière partie de ma vie doit être consacrée à ça. Et, et donc, dès qu'on reprend, dès qu'on peut reprendre le chemin des salles de conférence, des rencontres dans les librairies, eh ben avec plaisir, j'arrive. Et puis, on pourra même organiser des rencontres individuelles, plaisir, mais sans aucune contrepartie. C'est comme ça. Je pense que la vie, elle est faite pour se donner des coups de main. Et comme les gens vont devenir tous médiums dans l'avenir, il n'y aura plus de professionnels. Donc, tout le monde va se donner des coups de main. Ça va être des échanges de bons procédés entre thérapeutes et médiums. Ça va être génial parce qu'on va travailler et puis on va dire, on va s'entraider. Moi, en fait, je suis une utopiste parce que je rêve d'un monde comme ça. Où on s'entraide tous. C'est-à-dire qu'on a des échanges de bons procédés. On ne manie plus le fric qui va nous manquer de toute façon, mais on va faire des échanges de bons procédés. Ça va être bien. L'autre est une clé très importante de votre livre, Patricia Daré. Je vais poser une dernière question, puisque la toute dernière sera une question un petit peu ouverte, qui est de plusieurs personnes un petit peu, mais une question de Steph. Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Comment ressentir que l'on est sur la bonne voie? Parce que ça va tout seul. Dès que ça bloque, on ne l'est plus. C'est facile. À partir du moment où vous n'avancez plus, où les choses bloquent constamment, hein, ce n'est pas un blocage de 10 minutes ou de 5 minutes. Dès que votre vie, vous avez la sensation d'être bloqué, posez-vous la question. Premièrement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si ça bloque, c'est peut-être pas celle-là qu'il fallait prendre ou c'est peut-être juste la porte à côté. On est peut-être sur la bonne voie, mais on n'a pas pris la bonne porte. Deuxièmement, comment vous sentez-vous dans votre peau? Est-ce que vous êtes bien? Alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Être sur la bonne voie, c'est forcément être serein. Je ne dis pas être heureux, on ne va pas aller jusque-là, mais être serein. Parce que la sérénité, c'est la clé. Si vous êtes bien, vous êtes sur la bonne voie. On ne se trompe pas dans la sérénité. C'est l'indicateur. C'est l'émotion qui indique. Et puis, si rien ne bloque, on avance tout doucement, on continue. Ça veut dire que c'est bon, c'est ce qu'on doit faire. Si tout bloque, c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas le faire. C'est La, comme la- la- la sérénité, c'est un mot aussi très important dans votre livre. ça. Il y a beaucoup de questions et moi, je suis très intrigué dans ma lecture aussi quand arrivent les phrases de vos guides. Et il y en a une particulièrement, je trouve, je sais pas, qui me parle énormément par rapport à ce livre-là. C'est, alors, phrase un petit peu énigmatique, hein, on ne t'a jamais dit que ce sera facile, mais nous t'assurons que c'est indispensable. Exactement. Quand je dis: «Mais pourquoi vous me faites vivre des choses pareilles, des épreuves, des décès, proches, des tristesses, des choses, difficiles, des problèmes?» comme tout le monde, hein, je traverse les mêmes épreuves que beaucoup de gens. Je dis: «Mais pourquoi?» «Mais pourtant je vous sers, je fais ce que vous m'avez dit de faire». Ils me disent: «Mais on t'a jamais» «Mais bien sûr, c'est bien, mais on t'a pas dit que ça serait facile. Pourquoi tu veux que ce soit facile?» «Mais c'est indispensable et c'est passionnant quelque part. Tu apprends des choses». C'est ça, voilà. C'est La clé, c'est d'apprendre. Donc, c'est- ça va pas être facile. c'est vrai, vraiment un livre qui nous invite à ne plus tourner la tête ou à nous détourner de quelque part nos obligations spirituelles et envers l'autre. Patricia Daré, je suis désolé, mais le temps est trop Eh ben, court. En fait, on aurait dû prendre 2 heures. Je rappelle juste que votre livre est sorti la semaine dernière, qu'il est disponible chez nous, à Lille, à Lyon, chez De Citre, au Furet et dans d'autres librairies. Euh, que la semaine prochaine, pour ceux qui aiment le polar, on reçoit Bernard Minier et Tilliez. J'en oublie son prénom. Antilles. Euh, J'aimerais, Patricia Daré, qu'on finisse sur une question ouverte sur la lecture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des conseils de lecture. Et puis, une fois que vous aurez donné ces petits conseils de lecture, moi, j'aimerais que vous parliez d'un livre, parce que là, je suis en direct de Lyon, et c'est la ville où est né Alan Kardec, Ah oui. celui qui a écrit un livre sur les médiums. Et bon, il est enterré au Père-Lachaise à Paris, hein, Mmh. mais j'aimerais que vous disiez un petit peu quelque chose de ce livre des médiums, qui est quand même le livre hein, de référence sur la médiumnie. Et puis, peut-être d'autres conseils de lecture autour.
Alors moi, Kardec, évidemment, c'est le père, c'est notre père à tous. Kardec, d'abord, il avait beaucoup de courage, hein, ce pharmacien lyonnais, parce que il a vraiment fait un chemin. Bon, il a fini en prison, hein, il a même fait de la prison par rapport à ce qu'il pensait, parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Il a, à travers les médiums, il n'était pas médium, hein, Alan Kardec, hein, mais à travers des médiums, il a réussi à communiquer avec des très grands médiums, à communiquer avec les esprits, qui lui ont donné, à l'époque, avec le langage de l'époque, parce qu'on est au 19e, c'est un langage d'époque, ça qu'on ne parle pas des Africains, on parle des sauvages hein, dans le livre. Quand on lit, c'est très très choquant. Moi, en le relisant, je dis mais c'est terrible, mais on parle 19e. Hein, et on se dit les esprits au 19e avec des esprits du 19e. En fait, c'est une Bible parce que ça reste exactement la vérité. Tout ce qui est dans le livre de médium, il y a le livre des esprits également, c'est la vérité. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la Bible pour moi. Kardec, c'est la base. C'est Mais c'est la base. On ne revient pas sur Kardec, c'est la base. Et s'il est si prisé au Brésil par tous les grands médiums brésiliens, c'est que c'est la base. En fait, c'est indiscutable pour moi, Kardec. Indiscutable. quelques lectures, Patricia Darret, très rapidement. Alors, je renvoie vers le père François Brune, qui nous a quittés l'année dernière, qui était un prêtre qui, alors, il était catholique, mais j'ai travaillé beaucoup avec lui. Mais moi, je suis laïque, mais ça n'empêchait pas que lui s'est occupé de tout ce qui est au-delà hein, pour l'Église catholique. Il a écrit Les morts nous parlent, qui est une référence. Je signale ce livre parce qu'il faut le lire. Les morts nous parlent, où il a fait une étude extraordinaire de toutes les possibilités de capter les morts. Il raconte des anecdotes incroyables et donc, en tant que prêtre, c'est intéressant parce qu'il nous donne aussi une vision qui est un peu différente. Et donc, je renvoie vers François Brune, Kardec, Livre des esprits, Livre des médiums, qu'il faut avoir lu pour comprendre le système et comprendre comment ça fonctionne surtout. On n'a pas parlé de la mort, mais il y a un très beau passage sur le deuil dans votre livre. Encore une référence, Patricia Darret, et on arrête. Un conseil de lecture. Un conseil de lecture par rapport à ça Ce que vous voulez. Un livre qui vous a... Écoutez, j'en ai tellement que je ne sais plus, j'ai tellement lu, je dirais alors Ou une lecture récente qui vous a marqué et qui vous a intéressé? par rapport à ça, je renverrai, vers, c'est une lecture qui n'est pas récente, mais qui me touche beaucoup. C'est une lecture alors c'est un peu, c'est une lecture, un livre de Mireille d'Arc, qui était paru il y a quelques années. Mon père, ça s'appelle. Elle était venue me voir et nous avions alors à l'époque, je n'avais pas écrit de livre et je ne voulais pas qu'on sache que j'étais médium. J'étais dans ma vie d'avant et on avait canalisé son père biologique. Et en fait, elle a retrouvé les traces de ce père biologique à travers tout ce qu'il y en avait et elle a écrit un livre là-dessus, il s'appelle Mon père et c'est notre rencontre avec tout ce qu'elle a retrouvé sur ce père biologique dont elle ignorait l'existence, elle ignorait même qu'elle était issue d'un père qui n'était pas son père, mais dont elle a retrouvé la trace par la suite. Ça reste parce que Mireille était une amie et j'ai beaucoup de peine toujours quand je pense à elle parce qu'elle est partie trop tôt pour moi et ça reste un livre qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, voilà, où elle raconte toutes ces investigations post-mortem d'un homme qu'elle n'a jamais connu, mais qui fut son père. Quelle plus belle fin que de finir par parler de Mireille d'Arc. Voilà. Patricia Darret, Je merci sais pas beaucoup. dire. Je vais divulguer une petite anecdote, enfin c'est peut-être connu des gens, mais tout à l'heure vous m'avez dit aussi que vous habitiez pas très loin de la maison de George Sand et que vous aviez été guide pour gagner un petit peu d'argent Oui, quand vous étiez plus il y a jeune. très longtemps, oui. Et je pense qu'on peut quand même conseiller, au-delà de la médiumnie, peut-être les mémoires d'une vie de George Sand, qui est un livre de femme Et là où magnifique. la vie de George Sand, extraordinaire. Elle faisait tourner les tables elle aussi, comme Victor Hugo d'ailleurs, qui lui est devenu complètement gaga. Elle, pas du tout, mais elle faisait tourner régulièrement les tables et elle avait créé son dieu dans son jardin. On le trouve toujours, un petit monument au dieu Corambé. Elle l'avait appelé Corambé, qui était un esprit qu'elle invoquait dans ces moments difficiles. Magnifique, Patricia Darret, merci beaucoup. Merci à vous, j'ai été ravie. Merci à Et tous. j'espère que vous trouverez le moyen de rejoindre votre public incessamment sous peu. Et J'espère. je remercie tous les éditeurs, les auditeurs de nous avoir suivis, votre éditeur Michel Lafon. Et voilà. Au Merci revoir. à vous Merci Patricia et à Darret. très vite. Au revoir. Merci, au revoir.